Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 25 juillet 2025 et dans ce 366e épisode de Radio Cessort, nous avons au sommaire que Google engage une action en justice contre les opérateurs du botnet Badbox 2.0, responsable de l'infection de plus de 10 millions d'appareils Android, une campagne d'espionnage attribuée à FireHunt Cyber, les environnements VMware avec des techniques avancées. Une base de données non sécurisée du Gladness Center for Adoption expose les données sensibles de plus d'1 million de personnes aux États-Unis. Le malware bancaire Coyote devient le premier à exploiter le framework UI Automation de Microsoft à des fins malveillantes. Le CERT-FR publie un avis sur plusieurs vulnérabilités dans Mattermost Server. Et nous finirons cet épisode par un point d'analyse sur les failles structurelles du DNS dans l'architecture d'Internet. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. Un article de Security Week nous informe que Google a déposé plainte contre les opérateurs du botnet Badbox 2.0. Ce botnet contrôlait plus de 10 millions d'appareils Android sans la protection de sécurité de Google. Le malware est préinstallé sur les terminaux, créant une porte dérobée pour des activités de fraude à grande échelle. Badbox 2.0 est considéré comme le plus vaste botnet connu affectant des téléviseurs connectés. Il croît quotidiennement et a déjà touché des millions de victimes aux États-Unis et à l'international. J'avais fait un document sur LinkedIn, un jour, si vous souhaitez le voir, je vous remettrai le lien dans la description de l'épisode, mais les opérateurs du botnet ont aussi trompé des utilisateurs pour qu'ils installent des applications infectées élargissant l'accès aux appareils. Les terminaux compromis servaient ensuite de proxy résidentiel et étaient exploités par des campagnes de fraude publicitaire. Selon Google, plusieurs groupes cybercriminels basés en Chine coopèrent à cette opération. Certains développent et installent le malware, d'autres assurent la maintenance de l'infrastructure ou pilotent les fraudes. Mais tous partagent un même réseau de command and control, les fameuses C2, avec des liens commerciaux passés et actuels. Badbox 2.0 est la seconde opération mondiale attribuée à ces acteurs, après la première version démantelée par les autorités allemandes en 2023. Google demande une injonction pour démanteler l'infrastructure du botnet et freiner sa propagation. Cybersecurity News remonte qu'une campagne d'espionnage nommée FireHunt cible les environnements VMware ESXi et vCenter à un niveau hyperviseur. Elles utilisent des techniques avancées pour échapper aux solutions de sécurité traditionnelles. Le vecteur initial repose sur la CVE 2023-34048, une vulnérabilité out of bound write dans le protocole DCERPC de vCenter. Elle permet l'exécution de code à distance sans aucune authentification. Des crashs suspects du processus VMDIRD ont été observés sur les serveurs vCenter. Les attaquants utilisent ensuite un script open source qui est le vCenter Generate Logging Cookie.py pour générer des cookies d'authentification et contourner les contrôles d'accès. Mais là où ça devient beaucoup plus sympa, ça dépend pour qui, mais ils vont ensuite exfiltrer les identifiants VPX User dotés de privilèges d'administration, total sur les AutoSXI, même en mode lockdown. Ils vont utiliser ensuite la CVE 2023-20867, qui est également exploitée dans cette campagne. Elle affecte VMware Tools et permet l'exécution de commandes de pilote vers des machines virtuelles via PowerCli. Les attaquants déploient des VIB malveillantes signées comme partner, contournant la validation des signatures avec l'option Force. Les challenges utiles résident dans le /bin et les scripts sont ancrés dans le /etc rclocal.d pour un démarrage automatique. Une backdoor Python nommée autobackup.build est installée sur le port 8888. Il autorise l'exécution de commandes à distance via le SXI. Il faut savoir qu'il y a un script qui s'appelle local.sh qui est modifié pour assurer la persistance. Et ce processus VM6log est arrêté pour désactiver la journalisation locale et distance. Donc lors de vos forensics, ça va être beaucoup plus compliqué. FireHunt compromet aussi les load balancers F5 via la CVE 2022-1388. Des web shells sont placés dans le css.php. Ils utilisent NeoRegGeorg sur des serveurs web Java internes et le rootkit Medusa sur des relais Linux pour le vol d'identifiants. Ce groupe emploie des commandes netch port proxy pour contourner les ACL ainsi que le trafic IPv6 pour échapper à toutes les règles IPv4 classiques. Si vous avez des serveurs que vous devez protéger, alors sous Linux, il y en a beaucoup qui désactivent l'IPv6 au niveau de leur port réseau, etc. Mais je vous recommande fortement à chaque fois que vous faites des règles en IPv4, mettez les mêmes en IPv6. On note que dans l'article, que la campagne présente de fortes similarités techniques avec le groupe UNC 3886.
À lire. J'ai retenu cet article sur une fuite de données sensibles aux États-Unis qui touche une base de données non sécurisée du Gladness Center for Adoption. C'est une institution qui permet d'adopter des enfants et qui a exposé plus de 1,1 million d'enregistrements sensibles en accès libre sur Internet. L'incident a été découvert par le chercheur en cybersécurité Jeremiah Fowler, spécialisé dans la détection de bases de données mal configurées. Le fichier de 2,49 gigas, vous voyez, c'est pas beaucoup, 2,49 gigas. Il contenait les données personnelles d'enfants, de parents biologiques, de familles adoptives, de collaborateurs et de candidats potentiels. Et parmi les informations exposées, on trouve bien entendu les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les statuts d'acceptation ou de rejet dans le processus d'adoption. Des informations privées concernant les pères biologiques figuraient également dans le lot. La base provenait d'un système de gestion de la relation client, un CRM. Elle n'était pas protégée ni par un mot de passe, ni par aucun chiffrement. Aucune preuve d'exploitation malveillante n'a été identifiée à ce jour. Dès la découverte, Fowler a alerté l'organisation qui a rapidement restreint l'accès. La durée d'exposition et l'éventuel téléchargement par des tiers restent inconnus à ce jour. Il n'a pas été précisé si la base était hébergée directement par Gladney ou par un prestataire. Le malware Coyote est le premier à exploiter le framework UI Automation de Windows pour des activités malveillantes en environnement réel. Ce framework, conçu pour l'accessibilité, permet l'accès automatisé à l'interface utilisateur des applications Windows. Ça a été détecté par FortiGuard Labs en février, et Coyote est un cheval de Troie bancaire ciblant les utilisateurs brésiliens. Il est diffusé via des fichiers LNK, les fameux fichiers avec des raccourcis, lançant des commandes PowerShell. Le malware vise 75 banques et plateformes crypto. Il collecte des données système, enregistre les frappes au clavier, capture écran, affiche des superpositions de phishing, et Coyote utilise l'UI Automation pour interroger les éléments de l'interface, notamment les onglets de navigateur. S'il ne trouve pas de correspondance dans le titre dans la fenêtre active, il explore les composants internes à l'aide de uaautomationcore.dll pour extraire les adresses web cibles. Selon Akamai, cette approche offre un nouveau vecteur de compromission furtif et difficilement détectable. Alors pour identifier les abus, les chercheurs recommandent de surveiller les chargements de modules uaautomationcore.dll par des processus inconnus et des canaux type UIA pipe, notamment via des requêtes OS Query. Bon, c'est un peu technique, c'est un peu velou. Si vous n'habitez pas au Brésil, vous n'avez pas une banque brésilienne, vous n'êtes pas très concerné. Mais généralement, quand ça marche dans un pays, ça va continuer. Ce que j'ai trouvé dommage dans cet article, c'est que l'uaautomationcore.dll, c'est sympa de nous dire que c'est tel DLL, etc. Mais à aucun moment on trouve la solution comment on surveille cette URL. Comment on met une surveillance privilégiée sur des postes de travail. Alors dans des grandes organisations, il n'y a aucun sujet, on sait le faire. Par contre, vous êtes une TPE, une PME, un particulier. C'est là que je trouve la limite de remonter de l'info sur une campagne de malware. Ouais, ok, c'est sympa, on a le process, comment ça fonctionne, mais je fais comment pour me protéger concrètement? Et là, j'ai pas l'info. Peut-être que je ferai un papier, on verra, si j'ai du temps. Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2025 AVI 614 concernant plusieurs vulnérabilités dans Mattermost. Ces failles de sécurité sont documentées dans 7 bulletins publiés par l'éditeur ce 22 juillet 2025 et les versions concernées sont les 10.10.x antérieures à la 10.10.1, les 10.9.x antérieures à la 10.9.4, la 10.8.x antérieure à la 10.8.4, la 10.5.x antérieure à la 10.5.9 et la 9.11.x antérieure à la 9.11.18. Bref, vous aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch sur Mattermost. Alors toutes ces vulnérabilités n'ont pas été décrites en détail par Mattermost, mais l'impact non plus n'est pas spécifié. L'éditeur a sorti plusieurs bulletins, tous les correctifs sont disponibles via le portail de mise à jour de sécurité de Mattermost. En tant qu'administrateur, vous devez vérifier les versions déployées et appliquer les mises à jour dès que possible. Un article de The Register qui m'a retenu mon attention, c'est le déploiement du DNSSEC qui reste faible. Malgré son ancienneté comparable à celui du HTTPS, donc si on compare les deux protocoles, en 2025, il y a seulement 34% des domaines qui l'ont activé, contre 96% pour le HTTPS sur les sites web. Le premier RFC sur DNSSEC date de 1997.
mais sa complexité et son manque de visibilité pour l'utilisateur freinent son adoption. Par exemple, l'activation de DNSSEC pour le domaine systemapproach.org, hébergé chez GoDaddy, s'est révélée simple. Pourtant, cette modification n'apporte aucune différence visible pour les visiteurs. Contrairement à TLS, DNSSEC ne fournit aucun indicateur visuel comme l'icône de cadenas dans les navigateurs. Ce qu'on retient dans DNSSEC, c'est que ça va assurer l'intégrité de la résolution DNS en validant l'origine des données, mais il dépend d'une chaîne de confiance complète depuis la racine jusqu'au domaine final. L'absence d'implémentation de DNSSEC sur certains domaines par an, comme c'est le cas pour environ 30% des nouveaux TLD, ainsi que pour des TLD nationaux. Vous vous rendrez compte, sur 10 pays, il y en a 3 qui n'ont pas mis le DNSSEC en place. Ça bloque vraiment l'adoption au niveau des sous-domaines, et en comparaison, TLS permet à l'utilisateur de vérifier facilement l'authenticité d'un site via un certificat délivré par une autorité de certification, et ce modèle de confiance est donc plus accessible. Des outils chez DNSVise ou DNSSEC Debugger permettent de visualiser la chaîne de validation DNSSEC. Toutefois, même en présence d'un canal chiffré via DNS over HTTPS, qu'on appelle le DOH, ou le DNS over TLS, le fameux DOT, la validation des données DNS n'est pas garantie si le résolveur lui-même fournit des réponses corrompues. DNSSEC et DOH-DOT sont donc très complémentaires. DNSSEC assure l'authenticité des données, tandis que DOH et DOT sécurisent le canal entre le client et le résolveur. En dépit de son apport en sécurité, DNSSEC reste peu visible, peu incitatif et difficile à généraliser. Certains chercheurs comme Geoff Huston de l'APNIC ou Edward Lewis de l'Internet Society soulignent ses choix de conception sous-optimaux et doutent réellement de son avenir. Et voilà, cet épisode de Radio CSORT du vendredi 25 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSORT au 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, ainsi que la sortie de la newsletter. Il fait vraiment un temps pourri, hein. C'est incroyable. On part en vacances, on se dit que ça va être cool, et on se tape du ciel gris, de la pluie, des orages. Mais bref, nous sommes toujours sur le pont. Et puis cette semaine, on a quand même une belle semaine sur SharePoint. Bon allez, la semaine prochaine, c'est promis, on vous fait la même sur Exchange. Non, c'est une blague. Quoique, ils en seraient bien capables. Passez une très belle fin de journée, profitez de votre week-end. Je vous embrasse.